Ça se passe ici. Ici, à Paris, en 1900. Le cinématographe a tout juste 5 ans. À lui d'enregistrer le jeune siècle et sa foule qui se hâte vers l'exposition universelle. On peut y applaudir, né d'un Cambodge imaginaire, une Cléo de Mérode. L'Italien Fregoli, lui, lance le transformisme à l'Olympia. Little Teach, le génial nabo britannique, est aux Folies Bergères. Et l'américaine Loy Fuller, dans son théâtre de l'exposition, révolutionne le music-hall en se jouant des mirages de l'électricité, cette fée qui a ouvert son palais sur le champ de Mars. Paris est une vaste scène, ces reines d'un jour se prennent toutes pour des meneuses de revue. Gustave Charpentier vient de faire entrer Paris et la chanson des rues dans son opéra Louise. Il mérite bien pour ça de recevoir une épée de carton doré. Mademoiselle Miracle est élue muse de la chanson. Théodore Botrel, le barde breton, l'honore d'une médaille et de quelques mots aimables. Et chaque soir, tout Paris se rue à l'assaut de ces dizaines de salles où, dans les cendres encore chaudes du café-concert, flambe le jeune music-hall. Place Blanche. Le Moulin Rouge et sa réputation sulfureuse attirent Paris, la France, le monde entier. Il est l'heure qu'entre dans sa grande salle, dans un bruissement de jupons relevés, son quadrille naturaliste. Bien sûr, pour certains, il est bon d'aller s'ennuyer un peu à l'opéra, ou dans sa succursale, l'opéra comique. On est là, moins regardant sur la justesse de la voix et beaucoup plus sur la plastique des interprètes. Celle de ces grandes demi-mondaines, comme Liane de Pougy, qui ne craignent pas d'apparaître fortes et jambées dans quelques pantomimes signées par Jean Lorrain en compagnie de la ballerine Rose de Mai. Mais le public, le vrai, adore l'infinie variété du musical. Les apartés de la commère, la force et la beauté des numéros visuels, chanteur à voix, même si ses excès sont parfois contestés. Et la gommeuse triomphante. Ce music-hall où tout semble permis, sauf l'ennui. Ce music-hall où déjà le rythme commande tout, jusqu'à la chute finale du rideau. Ce music-hall d'où l'on ne peut sortir que possédé par quelques refrains obsédants, quelques pas de danse irrépressibles, qui vont vous poursuivre bien au-delà de la salle. Dans l'omnibus du retour, dans l'immeuble ensommeillé et déjà réveillé pour gagner demain la ville tout entière. Au centre de la ville, entre Porte Saint-Martin et Porte Saint-Denis, le quartier de la chanson. De là, la chanson prend son envol, portée par les musiciens des rues et la ferveur populaire. Elle fait partie, comme l'appel du vitrier, comme les litanies des marchands de 4 saisons, des cris de la ville qui se transmettent de génération en génération, ignorant des modes, dégagés des entraves commerciales, libres, légères, dédaignées par les beaux esprits. Est-ce à cause de cela que le cinéma, lui aussi tenu alors pour divertissement inférieur, lui rend hommage, allant filmer Teresa, l'idole du Second Empire, dans sa retraite sartoise, enregistrant la divette Milly Meyer dans son succès « Pourquoi garder son cœur ?»
ou Émile Mercadier, le charmeur déjà historique, avec son fameux Passeur du printemps. Ma voix le sens au gré des vents, au gré des vents. Fuyons tous deux, ma toute belle. L'amour attend, l'amour attend, l'amour appelle. Je suis le passeur. Encore un peu, et c'en sera fini de l'héritage du 19e siècle. Déjà, le cylindre cède la place au disque. Déjà, il est possible de synchroniser l'image du cinématographe et le son des galettes de cire pour mieux exalter la folie du jour, la valse lente. Déjà, le cinéma se met au service de la chanson, comme ici, pour une des 4000 compositions de Vincent Scotto. Voilà 8 heures qui sonnent, c'est dimanche mon coco, déjà le soleil rayonne à travers les rideaux. Fais tous ces magasins, si tu le veux tantôt, nous irons à Vincennes, dîner au bord de l'eau. Vite en bas du lit, passe-moi mes habits, et je tombe du jus dans Paris. Caroline, Caroline, mets tes petits souliers vernis, ta robe blanche d'immense, ton chapeau garni de radis. Caroline, Caroline, t'arrête pas comme ça en chemin. Marche vite, ma petite, tu vas nous faire... Dans les ateliers des Buttes Chaumont, la secrétaire de Léon Gaumont, Alice Guy, est chargée par son patron de tourner les premières phonocènes. À l'aide d'une technologie encore approximative, dans la lumière aveuglante des lampes à mercure, naissent ainsi des centaines de bandes au rythme d'un playback primitif. Mais la chanson est présente aussi dans le cinéma. Pour ses vampires, Louis Feuillade fait de Musidora, familière des scènes du music-hall, une chanteuse de beuglant au répertoire subversif. Autre quartier, autre style. Autour de la place Pigalle, on vient chercher le frisson canaille des lutteuses du bal Tabarin. Ou quelque attraction culturelle proposée par Furcy en sa boîte. L'humour des chansonniers du vieux chat noir, comme Jules Moy, ou la grâce du prince des poètes Xavier Privat. Et puis l'on monte vers Montmartre. C'est un village verdoyant où, à l'enseigne du lapin agile, l'âne Lolo, de farceuse mémoire, et le bon chien du patron accueillent les amateurs de bonnes chansons que nul ne s'aviserait de qualifier de littéraires. Le patron, c'est Frédéric Gérard, dit Frédé. Mais le propriétaire n'est autre que le dieu vivant de la chanson, Aristide Bruant. Alexandre Leclerc lui emprunte sa silhouette et se baptise Alexandre Bruyant, un imposteur, du côté du Manche lors des 1er mai agités. Le débat est déjà engagé entre la chanson qui charme et celle qui lutte. À l'heure où la misère n'est pas encore remisée hors de la grande ville, où les expulsions vont bon train et où M. Cochon y répond en installant les familles nombreuses dans les promenades des grands music-halls, justement, on ne s'étonne pas de trouver auprès de lui le visage émacié de Gaston Braunschweig, dit Montéus, le plus radical des chanteurs rouges. Les exploits de la bande à Bono sont réduits dans le sang en 1912. Il marque les esprits déjà enclins depuis 10 ans à la fascination qu'exerce la morale particulière du milieu, des filles et des souteneurs.
Une grande partie de l'inspiration des paroliers, des revuistes et des interprètes y puise ses racines. On se passionne pour cet érotisme qui débouche sur la violence. Et les belles bourgeoises ne craignent pas d'aller s'encanailler un brin du côté des barrières et des fortifications, du côté de ceux qu'on nomme les Apaches. En 1908, au Moulin Rouge, la jeune Mistinguett apprivoise cette supposée sauvagerie pour une danse qui fait fureur. Son partenaire est Max Derly, une gloire du boulevard. À eux deux, ils vont porter la chaloupée à la hauteur d'un mythe. Et Mistinguett la dansera encore, c'est ici le cas en 1943, passé le cap des 70 ans. La sage valse à 3 temps reste la reine des danses dans les salons comme dans la rue. Mais un nouveau pas venu d'Argentine bouleverse les mœurs saltatoires vers 1910, le tango. Formellement condamné par les autorités religieuses, sa vogue gagne cependant les milieux les plus élégants. Mais déjà, une autre musique a fait son apparition. Elle est, à vrai dire, considérée comme une attraction bizarre, une fantaisie de ces étranges nègres venus d'Amérique, que comme une possible révolution rythmique. Cependant, insidieusement, ce cakewalk débridé conquiert des yeux et des oreilles moins rétifs qu'il n'y paraît. Le music-hall lui sert de tremplin. Encore un moment, et des novateurs comme l'anglais Norman French vont dans la foulée proposer des rythmes aussi ensorceleurs qu'implacables, le martèlement obstiné des claquettes et les pincements de banjo. La révolution visible, elle, s'accomplit sous l'égide de Loie Fuller, dont le prestige est si grand qu'on ne compte plus ses imitatrices. Celle-ci ou celle-là. Elle a débarqué de Chicago en 1892, fondé une école où ces jeunes émules apprennent à manier, comme elle, d'immenses voiles translucides dont les feux colorés de projecteurs braqués à la verticale. Elle bouleverse l'œil des littérateurs, des peintres, à qui elle inspire les volutes de l'art nouveau. Et surtout, elle impose au music-hall la toute-puissance de la lumière. Son génie et ses petits défauts inspirent les copies, mais aussi la veine caricaturale de Little Teach. Quelques parodies sont des hommages, et quelques hommages se résolvent en parodie.